Pour introduire cette émission, je vous propose de regarder une image. Il s'agit d'une affiche électorale israélienne en faveur du parti orthodoxe Chasse. On y voit l'ancien grand rabbin séfarade d'Israël, Rav Ovadia Yosef, décédé en 2013, penché sur une foule avec le message suivant « Papa nous observe de là-haut ». Sous-entendu, n'oubliez pas d'aller voter pour Chasse, dont Rav Ovadia Yosef était le père spirituel. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette image, mais elle cristallise essentiellement une chose. Le dirigeant spirituel y est érigé post-mortem en guide politique. Cette figure du maître incontestable, en Torah comme dans tous les domaines de la vie, cela s'appelle en hébreu un gadol, littéralement un grand. Et on va essayer avec Emmanuel Bloch de faire la généalogie de ce phénomène. Bonjour Emmanuel Bloch. Bonjour Ruben. Alors on vous reçoit parce que vous êtes chercheur sur les phénomènes qui, dans le monde juif, traduisent des mutations dans le monde de la Torah, dans le monde de la halakha, dans le monde religieux de manière générale. Là, on est en présence d'une mutation. Vous allez nous expliquer quand, comment, pourquoi. On aime bien rappeler que dans le monde juif, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas l'équivalent d'un pape infaillible qui dicte la vie des autres juifs. Dans le judaïsme, ce serait chaque juif avec sa conscience face à Dieu. Est-ce que ça a changé alors ça ? D'une certaine manière, oui. Mais la vie juive moderne a énormément changé. De tout temps, il y a eu de grands dirigeants juifs, des grands rabbins avec des grandes connaissances, un grand charisme. Mais c'est vrai que le rabbinat moderne, les formes d'autorité des rabbins modernes sont une nouvelle vision de ce qu'est le rabbin et de ce qu'est l'organisation de la vie juive. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, on peut le lire en une phrase, et après il faut rajouter beaucoup de nuances. En une phrase, on est passé d'une autorité institutionnelle à une autorité personnelle. L'autorité du rabbin dérivait de l'institution qu'il présidait, et aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 200 dernières années, les rabbins dérivent leur pouvoir de leur qualité personnelle, charisme, connaissance, piété. C'est-à-dire qu'avant, on s'y référait, on les respectait parce qu'ils appartenaient à un corps. Vous pensez à quelles institutions, par exemple ? Alors, c'est essentiellement la Kehila. Il faut qu'on parle de la Kehila en quelques phrases pour décrire cette institution qui était fondamentale dans la vie juive ashkénaze du Moyen-Âge. La Kehila, c'était l'organisme qui regroupait tous les juifs qui habitaient dans un endroit, et elle avait certaines fonctions. Pour les juifs, elle servait de représentation par rapport au pouvoir politique. On pouvait parler avec le roi, le prince. Pour les pouvoirs politiques, elle servait de collecteur d'impôts. Et les Juifs qui habitaient dans un certain endroit appartenaient à une Kehila. C'était extrêmement rare qu'on puisse habiter à Prague sans faire partie de la Kehila de Prague. C'était se condamner socialement. Les grandes communautés voulaient avoir des rabbins prestigieux. Elles avaient, quand vous étiez les dirigeants de la communauté de Prague, de Francfort, de Varsovie, de Vilna, vous cherchiez à engager un des rabbins les plus connus de l'époque. Il y avait un marché des rabbins. Et donc, le rabbin était engagé, mais ses fonctions, son prestige, venaient de la communauté qu'il avait engagée. Il faisait partie d'un mécanisme social qui s'appelait la Kehila et dont il était à la tête. Il pouvait diriger la yeshiva locale, le centre d'études local. Il était typiquement en charge de la cacheroute. Techniquement, il était souvent en charge des mariages, enterrements et tous les cycles de la vie, et surtout parce que la communauté voulait assurer des revenus à son rabbin, pas parce qu'il y avait une raison halachique. Donc le rabbin était une figure de la vie locale liée. Il était à la tête de la yeshiva, il était à la tête de la Kehila. Et lui donnait ses instructions à la Kehila, et ensuite les individus se référaient aux décisions de la Kehila. C'est ça. Et il y avait un partage des pouvoirs entre les dirigeants, entre le pouvoir laïque et le pouvoir religieux. Et donc si je vous comprends bien, il y a un pouvoir intermédiaire qui a sauté, oui. Et maintenant c'est directement entre le grand maître et l'individu. Alors il s'est passé plusieurs choses depuis. Je pense qu'il y a 3 changements fondamentaux qui sont intervenus avec l'ère moderne. Mais le premier de ces changements, c'est l'émancipation des Juifs. Les Juifs, ça a commencé finalement en France, avec la Révolution française. Les Juifs deviennent citoyens d'un pays. Et donc cet intermédiaire qui existait entre le Juif lambda et le pouvoir politique, et le royaume de France, qui était la Kehila, disparaît. Le Juif devient citoyen de France, citoyen d'Allemagne, citoyen de l'Angleterre.
qui prélève les impôts, il a les mêmes droits, il peut aller au tribunal. Le juif devient un citoyen à part entière. C'est la disparition des pouvoirs locaux. C'est la disparition des pouvoirs locaux, c'est la disparition. La Kehila, en tant qu'institution, est entrée dans un processus de déclin et de disparition. Quand on parle de Kehila aujourd'hui, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, quand vous allez dans une synagogue, libérale, massortie, réformée, ce que vous voulez, c'est un choix. Vous choisissez. Si vous n'avez pas envie d'aller là-bas, vous n'y allez pas. Ouais. Et donc, le choix d'appartenir à une communauté est volontaire. Et les gens se regroupent autour de centres d'intérêts, de valeurs éthiques, de visions religieuses communes, et choisissent leur rabbin en fonction de ça. Ouais. Le rabbin est projeté dans un nouveau rôle à l'ère moderne, il est celui qui est un exemple à suivre. C'est celui qui représente les valeurs de la communauté. Il n'est pas choisi pour être cette espèce de figure de proue de la communauté, il est choisi parce qu'il doit être le dirigeant spirituel d'un groupe de gens qui l'engagent. Et toutes les formes de rabbinat modernes sont basées là-dessus. Prenez sans doute la femme rabbin la plus charismatique de France, Delphine Orviller. Le rabbin précède la communauté. La communauté est construite autour du rabbin. Ce n'est pas une communauté qui engage Delphine Orviller, elle est d'abord rabbin d'une communauté. Qui se rattachent à elle parce qu'ils se reconnaissent dans son message. D'accord. Donc il y a une inversion. Il y a une inversion. C'est très intéressant parce que ça nous rappelle ce que vous nous aviez expliqué sur la tzniut aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène, propre au monde Haredi, est en fait un fruit de la modernité. C'est un fruit de la modernité. C'est un fruit de la modernité, absolument. Ça, c'est le premier élément, qui est l'élément qui est que l'appartenance à une communauté est volontaire, et la reconceptualisation du rôle du rabbin et de toute l'organisation de la vie juive sur des bases purement conscientes, choisies et volontaires, et le choix du rabbin en fonction de certaines valeurs. Le deuxième élément, je pense, est l'essor technologique. Il y a eu, sur les 200 dernières années, une évolution des moyens de communication et de transport qui font qu'on peut faire partie d'une communauté même si on n'est plus local. On peut être en contact avec son dirigeant spirituel à 500 km, au départ par la voie épistolaire, maintenant par téléphone ou par Internet. Le développement de réseaux ferroviaires a entraîné l'explosion des frontières géographiques de la communauté. On a des témoignages de chassidim en Pologne qui prenaient le train. Il y avait des trains pleins de chassidim qui allaient voir leur Rebbe une fois par an pour Rosh Hashanah, etc. Ce concept qu'on habite loin mais qu'on se rattache à un dirigeant spirituel à quelques centaines de kilomètres, c'est un phénomène purement moderne. Technologie. Le troisième élément, je pense, c'est ce que j'appellerais l'idéologie. Le 19e siècle en particulier est le siècle de toutes les idéologies. Le monde juif a donné naissance à cette époque-là au bouddhisme, à la Haskalah, au sionisme, au chassidisme. Et l'orthodoxie n'en est pas épargnée. L'orthodoxie est un mouvement idéologique parmi d'autres. C'est un bouillonnement d'idées qui agitait le monde juif ashkénaze post-émancipatoire et qui fait que ce concept de se rattacher à une communauté autour d'idées prend racine. Alors ces idées de l'orthodoxie, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle, dans le jargon propre à ce monde-là, le Dat Torah. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Oui. C'est quoi cette idéologie ? Alors, jusque-là, ça c'est le socle de tout rabbinat moderne. L'orthodoxie a encore quelques éléments supplémentaires. Je pense que l'étape d'après, c'est vraiment le chassidisme qui a développé le concept du tzaddik. Le tzaddik, c'est le juste. Le Rebbe, le rabbi, est une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Et une figure exaltée du dirigeant spirituel qui représente l'idéal du mouvement. Et cette figure du tzaddik qui est partie des cercles chassidiques a fini par essaimer et à contaminer et à faire des émules dans tout le monde orthodoxe, y compris non chassidique. Et donc dans le monde orthodoxe non chassidique, le Rosh Yeshiva, le dirigeant de la Yeshiva, a fini par prendre ces espèces d'autorité rabbinique version plus. C'est passionnant ce que vous racontez. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le monde mitnaged, opposé au chassidisme, aurait emprunté, appliqué à la Yeshiva, la figure du tzaddik. Absolument. Et l'idée de Da'at Torah, de Da'as Torah, c'est un peu cette idée-là. C'est la conception qui est assez récente, qui date il y a une centaine d'années tout au plus. Comment vous traduisez Da'at Torah ? C'est dur à traduire. Ça veut dire... C'est Da'at. L'idée de la conception de la Torah.
L'idée, c'est que un érudit, un rabbin qui passe sa journée entière immergé dans l'étude de la Torah, comprend le monde mieux que n'importe qui, parce qu'il est connecté à la vérité. Donc il le comprend à votre place. Il le comprend mieux, il comprend. Le paradoxe, c'est que le fait que ce rabbin ne lit pas les journaux, le fait qu'il ne connaît pas la médecine, le fait qu'il ne connaît pas la politique, est un plus, parce qu'il est plus pur à l'intérieur, parce que son monde à lui est un monde de Torah non dilué. Donc il est plus dans la vérité des choses. Il est plus dans la vérité parce qu'il se connecte au divin directement à travers le Talmud et la Torah. Et donc plus un dirigeant est isolé, plus il vit dans une bulle insularisée, plus il est capable de répondre à des questions qui ne sont pas des questions de Torah. Il y a quand même un paradoxe là. Il y a un paradoxe, plus on est coupé du monde, plus on voit juste. C'est l'idée de Da'at Torah. Alors j'entends bien tout ce que vous dites, c'est très intéressant sur les mutations historiques de la modernité qui ont donné naissance à tout ça. D'un autre côté, on a aussi l'impression que c'est quelque chose qui est vieux comme le judaïsme lui-même. La notion de grand maître, elle est quand même inhérente à la Torah. Je veux dire, c'est quand même le livre du plus grand maître de tous, Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître justement. Il y a quand même déjà cette idée du maître absolu. Nous vivons selon la Torah d'un homme. Et puis quand on ouvre la Torah, il y a aussi des idées un peu comme ça sur l'infaillibilité. Dans la Parashat Shoftim, on nous dit « Lo tasur minadavar, asher yagidu lecha yaminu smol » qu'il ne faut pas dévier, c'est un peu totalitaire, mais qu'il ne faut pas dévier de la parole des sages, ni à droite ni à gauche. Rachid dit, s'ils te disent la droite c'est la gauche, il faut les croire. Est-ce qu'on n'est pas déjà là dans quelque chose qui ressemble au Da'at Torah ? Tout concept a toujours des racines anciennes, donc il n'y a jamais rien de vraiment nouveau, mais il y a des choses qui existaient un tout petit peu et qui sont extrêmement augmentées quand les circonstances donnent l'occasion. Oui, il y a toujours eu des grands rabbins. Donc c'est une question de dosage. C'est une question de dosage, c'est une question d'équilibre. Il y a déjà eu un Maïmonide, il y a déjà eu un Rashi, il y a déjà eu à toutes les époques. Je pense que quand Maïmonide donnait son avis sur une question, les gens, a priori, suivaient son opinion. Oui, mais a priori, même s'il était médecin, il ne tranchait pas des questions médicales. Le Chazon Ish, le grand fondateur du judaïsme ultra-orthodoxe en Israël, après la Seconde Guerre mondiale, on allait le consulter pour dire est-ce que je dois faire une opération ou pas une opération. Les gens lui suivaient plus que l'avis des médecins. Donc ce qui est nouveau, c'est le débordement en dehors du cadre de compétence, si on peut dire, des rabbins. Ça, c'est nouveau. Le paradoxe de l'autorité rabbinique à l'époque moderne, c'est que d'un côté, elle est rétrécie et de l'autre, elle est extrêmement augmentée. Elle est rétrécie parce que l'État prend de plus en plus de place. Quand on a un conflit commercial, on va au tribunal de l'État. Quand on a un problème d'un voleur, on porte plainte à la police. Les Juifs modernes font appel aux institutions de l'État. La halakha, qui encore au Moyen-Âge régulait une grande partie de la vie communautaire à travers la Keïla, voit son champ d'activité réduit presque comme peau de chagrin. Maintenant, dans la partie qui reste, les rabbins deviennent extrêmement plus influents. Leur pouvoir au sein de la communauté augmente et dans certaines versions récentes de fin du 19e au début du 20e siècle, Da'at Torah, on se rapproche un petit peu de ce concept d'infaillibilité qui n'était pas juif au départ. Mais le rabbin devient, le Godol en tout cas, le rabbin, le grand dirigeant, devient celui qui a la sagesse presque absolue. Je crois qu'il y a ce que je voudrais appeler le paradoxe fondateur de l'orthodoxie. Que l'orthodoxie, comme mouvement, est un mouvement qui rejette la modernité. Certains complètement, certains partiellement, mais dans l'idée, l'orthodoxie dit « nous refusons de participer complètement au projet de la modernité ». Et dans le même temps, pour fonctionner, l'orthodoxie utilise des moyens de communication, d'organisation, de réflexion qui sont des moyens modernes. On le voit avant la Deuxième Guerre mondiale en Pologne par la création de journaux juifs, le journal de l'Agudat Israël, des moyens de communication qui sont des moyens pas traditionnels. En Israël, ça se manifeste par la création de partis politiques, le parti Chasse, le parti d'Egal Torah. Donc des moyens de porter les intérêts de la communauté, de les défendre et d'obtenir des budgets et de représenter, qui sont des moyens éminemment modernes, alors que tout le but de l'orthodoxie est de dire nous avons la sagesse ancestrale qui vaut beaucoup mieux que la modernité que vous voulez vivre. Donc il y a une aporie un peu là. Il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal là-dedans. C'est ce qu'on appelle la Kol Yaakov Yadaim Yadei Esav. Voilà. Et la combinaison de deux choses a priori contradictoires. Et pourtant ça marche. Ouais.
Alors, ça marche, mais parfois, il y a quand même des dérives. Ouais. C'est que, alors, on a l'impression que ces grands maîtres, les Gdolim, sont parfois eux-mêmes instrumentalisés, manipulés. Quand on se retrouve avec des chaînes de gens qui viennent réclamer des bénédictions, et quand on réalise que tout ça est devenu aussi un marché, qu'il y a parfois des choses pas forcément très cachères dans tout ça, ou quand on se bat dans les quartiers religieux et qu'on voit les enfants jouer avec de mon temps on appelait ça des POG, Ouais. qui s'échangent des vignettes sur lesquelles figurent les têtes des Gdolim, des grands rabbins, on se dit que ce n'est pas exactement l'esprit de la Torah. Est-ce qu'ils ont conscience de ça, les principaux intéressés? Je ne saurais pas vous dire. J'ai jamais eu le plaisir de rencontrer un de ces Gdolim. J'ai pu étudier de leurs écrits ou ce qu'on dise. Je pense que les dérives dont vous parlez existent. Je crois qu'il faudrait, avant de parler des dérives, parler du positif. Parce qu'il faut quand même commencer par dire que les Gdolim, les rabbins, pour ce que je peux en voir, ne volent pas leur position. Quelqu'un qui est le Chazon Ish, quelqu'un qui est le Rav Eliashiv, des gens qui ont été reconnus de leur vivant comme étant des Gdolim, des grands dirigeants, sont des gens qui vivent une vie de dévouement total aux valeurs qui sont les leurs, qui sont souvent l'étude de la Torah la plus complète, des gens qui renoncent à toute matérialité, qui vivent dans le dénuement, qui vivent dans un petit appartement, qui vivent avec des meubles d'occasion. Il y a une sincérité. Ce n'est pas par hasard qu'ils se retrouvent des Gdolim. Ce n'est pas des gens qui sont des charlatans charismatiques qui sont capables. Ce n'est pas des gourous. Il y a une sincérité du Gadol Hador qui est choisi pour des qualités qui sont vraies. Vous voulez éviter qu'on confonde l'authenticité de la chose avec sa caricature. Absolument. Ouais. Il y a un phénomène réel. Les Gdolim sont des Gdolim. Les Gdolim sont vraiment des Gdolim. Et quelque part, en tant que personne qui voit ça de l'extérieur, j'ai parfois un petit peu d'envie ou de jalousie. Parce que les gens qui dirigent le monde dans lequel je vis, qu'on parle de dirigeants politiques, il y a un écart souvent entre les valeurs que les dirigeants prônent et leur vie personnelle. Certainement chez les hommes politiques, mais même prenez un professeur d'éthique dans une université. Combien de professeurs d'éthique connaît-on qui ne vivent pas une vie parfaitement immorale? Le Gadol Hador, Rav Chaim Kanievski, sont des gens chez lesquels l'écart entre l'idéal et le réel est remarquablement faible. Il se trouve que l'idéal n'est pas mon idéal, et peut-être pas celui des gens qui vont nous écouter. Je crois qu'on peut quand même prendre un instant pour dire c'est quelque chose de remarquable, une telle adéquation, un tel dévouement en faire un système de valeurs, même si ce n'est pas le mien, je respecte. Alors, c'est très important de le souligner, effectivement, mais est-ce que ces Gdolim ont conscience de tout l'écosystème un peu bizarre qui se construit autour de leur personne? Alors c'est vrai qu'autour d'eux, il y a des lieutenants, il y a des fois des membres de la famille qui profitent, qui grappillent des bribes de pouvoir, qui marchandent, des marchands du temple. Il faut appeler un chat un chat, il y a tout un business des Gdolim aussi. Il y a un business des Gdolim, les audiences peuvent se monnayer, les trafics d'influence. Je ne sais pas. D'un côté, je pense que c'est des gens suffisamment intelligents pour avoir conscience de certaines dérives. De l'autre, je pense que certains sont tellement perdus dans leur étude infinie qu'ils ne connaissent pas les réalités sociales autour d'eux. Je ne saurais pas vous dire, ça peut changer d'une personne à l'autre aussi. Mais clairement, il y a tout un trafic qui peut se passer autour d'eux. Le trafic politique en Israël, clairement. Le mélange politique-religion est tout à fait délétère. Les gens votent en fonction des instructions qu'on prête au grand maître. Parfois post-mortem, comme Rav Ovadia Yosef. Qui décide qui est un Gadol? Ça se fait de manière... de par le bas. Il faut un certain nombre de conditions. D'abord, il faut bien comprendre que paradoxe ou particularité, c'est sans doute le job qu'on commence le plus tard du monde. C'est-à-dire, pour être un Gadol Hador, il faut avoir au moins 80 ans. Gadol Hador, c'est le plus grand des grands. À 50 ans, on est beaucoup trop jeune. 60 ans, on est encore un petit peu vert. À 75-80 ans, on peut commencer à devenir un Gadol. À part être président des États-Unis, je ne connais aucun autre travail ces derniers temps où ça commence à 80 ans. Et donc, c'est le Gadol Hador est quelqu'un qui, dans la communauté, a été reconnu pour avoir investi. Il a été Rosh Yeshiva, toute sa vie, il a écrit des livres, il a enseigné. Et il a une certaine seniorité, il a un âge suffisamment avancé. Et quand il y en a un qui meurt, Rav Eliashiv, il y a le suivant qui est nommé. Et souvent, le trafic commence, les histoires miraculeuses commencent à partir du moment où il devient Gadol. Il y a toutes sortes d'histoires qui apparaissent maintenant sur le Edelstein, un des derniers nommés.
Rav Edelstein, qui est aujourd'hui considéré comme le successeur, la machine hagiographique de fabriquer le narratif autour d'une réalité, de quelqu'un qui est remarquable, se met en marche. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un substrat de réalité, et après, il y a ce que vous appelez une hagiographie, c'est-à-dire des contes et légendes qui viennent s'ajouter autour de ça. Contes et légendes, les récits miraculeux. On avait un problème, on allait le demander, et il nous a dit de faire pas comme l'avis du médecin, et on a été guéri miraculeusement. Tout ça est bien huilé. Pourquoi le peuple juif a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'histoires miraculeuses pour croire sincèrement en la vérité de la Torah? Elle se porte très bien toute seule, non? Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ces cercles-là qui n'en ont pas besoin. Encore une fois, je pense qu'il y a un contexte historique qu'on a restitué qui explique les phénomènes qui ont, étape par étape, amené à travers le rabbinat moderne, le chassidisme et l'influence, certains sectes, certains groupes à adopter une vision comme ça. Maintenant, je voudrais, peut-être juste pour prendre le contre-pied de ce que vous dites, parfois je me dis que tout le monde a son gadol. Tout le monde a... J'observe autour de moi, prenez l'exemple, une famille typique dans laquelle la grand-mère est la figure marquante, la figure tutélaire de la famille, et personne ne va remettre en question une fois qu'elle parle. Ou alors... Les sociologues ont Pierre Bourdieu, par exemple. Les psychanalystes Jacques Lacan. Voilà, comme il y a des textes canoniques, il y a des personnages canoniques dans un groupe social. Et combien même Bourdieu, Lacan ou la matriarche de la famille ne sont pas vraiment des gens parfaits. Personne n'a trop envie de regarder parce que ces gens remplissent une fonction sociale. La vérité historique, la vérité biographique de la personne passe au second plan. Les gens remplissent... Comme si on projetait sur un être humain les valeurs éthiques et les valeurs morales du groupe. Et ces gens deviennent une représentation physique, humaine, de chair et de sang, des idéaux et de la vision que le groupe veut porter. Et à un certain moment, si la personne n'est pas aussi parfaite que ce qu'on veut le croire, tout le monde s'en fiche. L'exemple, je crois, le plus marquant que j'ai vu récemment, c'est, j'habite aux États-Unis, et une figure quasi prophétique de la gauche américaine, c'est Martin Luther King. Il y a un jour férié national à la mémoire de Martin Luther King, celui qui a porté les droits civiques, le droit de la communauté noire afro-américaine. Maintenant, toutes sortes de choses, pas très catholiques ou pas très cachères, qui sont ressorties sur Martin Luther King. Il y avait des enquêtes du FBI qui étaient sous sceau scellé, qui montrent qu'il y avait apparemment des prostituées qui l'attendaient après ses interventions, toutes sortes. Est-ce que ça a terni le moins du monde l'image de Martin Luther King? Non, absolument. Personne ne veut savoir ce que Martin Luther King faisait après ses interventions. Il est devenu plus grand que nature. Et donc, quelque part, je m'interroge si on n'a pas tous, quelque part, un besoin humain, peut-être une faiblesse, de donner des contours humains aux valeurs qui nous sont importantes. Si finalement on peut parler d'inclusion, de générosité, quelles sont les valeurs éthiques qui vous animent? Une recherche de perfection, là aussi. Une recherche. Et de rendre tangible, de rendre quelque chose d'un petit peu plus tangible. Dans la tradition juive, on dit « En tzadik she'eno choté ». Oui. Il n'y a pas de juste qui ne soit pas un fauteur. L'infaillibilité, c'est pas exactement du côté... Non, alors il y a des textes juifs qui ne vont pas dans ce sens-là. Et je me demande juste... Ma suggestion était de dire qu'il y a une tentation humaine de rendre tangible certaines visions éthiques. Et ce n'est pas juste l'ultra-orthodoxie qui fait ça, que peut-être on est tous un peu tentés par ça des fois. Alors j'allais vous demander justement, vous, quand vous avez un questionnement, mais pas juste de question de cuillère lait qui est tombée dans la marmite viande, quoique, mais des vrais... C'est des drames, des fois. Oui, ça peut donner lieu à des catastrophes. Quand vous avez des vrais tourments existentiels, des grandes décisions à prendre, eh bien, vous vous adressez à qui? C'est qui votre gadol? Je ne sais pas si j'ai un gadol, du coup. C'est en contradiction de ce que j'ai pu dire. ChatGPT? Non, alors non, vraiment pas. Pour des questions purement techniques, je vis dans un monde dans lequel la connaissance juive, aussi bien halachique que philosophique, est extrêmement démocratisée. Tout est accessible sur Internet, donc je peux regarder moi-même. Quand j'ai besoin d'une question, je pense qu'il y a différentes personnes à qui je peux parler. Qu'il y a des gens autour de moi, il y a des gens dont je respecte les connaissances. Maintenant, dans les cercles où j'évolue, je pense que l'idée d'autonomie de la personne et d'individualité sont suffisamment importantes
pour qu'il n'y ait personne que je reconnaisse comme étant une autorité dans les crises existentielles. Oui, mais cela dit, Emmanuel Bloch, vous-même, vous étiez un membre actif d'un très beau site internet qui a eu ses années de gloire, qui est tombé un peu en désuétude ces dernières années, hélas, qui s'appelait sheela.org. Et vous étiez un des contributeurs, on pouvait poser des questions à la RIC, mais pas que, existentielles aussi. Et puis il y avait toute une équipe, notamment un certain nombre de gens, Samuel Hélican, Raoul Schubert, vous-même, qu'on trouve sur Academ, et qui répondaient. On a besoin aussi de gens plus savants, plus intelligents que nous. Je pense que ça existe encore. Je pense que chaque groupe religieux, chaque groupe social, la légende, on reconnaît. Sheela a un petit peu périclité parce que c'était basé sur un modèle d'une équipe de copains qui se relaient et qu'aujourd'hui ça marche moins bien. Mais il y aura d'autres structures qui remplacent. Je pense que les gens savent vers qui se tourner le plus souvent. On reconnaît les gens. De l'intérieur, la communauté sait faire surgir des leaders. Mais la grandeur s'impose d'elle-même aussi, peut-être. La grandeur vient du bas. La grandeur vient du bas. C'est vraiment la leçon de l'ère moderne. Les gens sont reconnus. Et ça prend des années parfois pour qu'un leader émerger, être reconnu. Mais la grandeur d'une personne est d'être reconnue par la base. Merci beaucoup, Emmanuel Bloch. Merci à vous de répondre à nos questions. Pour l'opportunité. Et merci à vous aussi pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Academ.